moi aussi j'ai fait mon choix, hein, je voterai pour François Fillon. Alors pour quelle raison? Parce que je ne voterai pas pour le candidat qui parle de repentance pour la France, qui vient d'annoncer la repentance récemment. Je ne voterai pas pour la personne qui surfe sur la peur et puis la crainte des Français. Je ne voterai pas non plus pour celui qui a installé les 35 heures récemment en France. Je ne voterai pas pour lui. Et je ne voterai certainement pas aussi pour celui qui a besoin d'utiliser des hologrammes pour faire ses meetings. Moi je voterai pour François Fillon, comme la plupart des personnes qui sont dans cette salle. Une campagne électorale présidentielle comme on n'en a jamais connu. En tout cas pour ma part, je suis plus très jeune. J'ai commencé à faire de la politique avec mon papa quand Giscard se présentait à la présidence en 1974. Donc je suis allé dans des meetings à l'époque. J'ai connu les diamants de Bokassa, on a connu d'autres moments grandioses, mais la période que nous venons de vivre, vraiment, je pense qu'on n'a jamais vécu. Alors, on a en plus aujourd'hui l'information continue, hein, donc on passe en boucle l'information, il y a assez peu de recul par rapport aux informations qui sont fournies, et les gens la reçoivent en brut. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez inouï. Ceci étant, sur le fond, on nous a présenté, en tout cas il a été présenté à un moment donné François Fillon comme un saint. Je ne pense pas que ça soit un saint, je ne pense pas que ça soit non plus le diable ou le salaud qu'on est en train de nous présenter aujourd'hui. En tout cas que certains essaient de nous présenter. Donc je pense que par rapport à ces concurrents, si on n'avait que des concurrents irréprochables, on pourrait peut-être s'interroger. Mais honnêtement, quels sont les concurrents qui sont irréprochables? Vous regardez Mélenchon, moi je connais bien Mélenchon, il était à Massy. J'ai connu l'époque avec Claude Germont à la mairie, et il était directeur de cabinet. Je ne pense pas que c'est une période aussi irréprochable que ça. En tout cas, j'ai pas mal d'éléments qui me font penser le contraire. Hamon, lui, c'est le candidat qui dit « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». Hein, il est élu dans une banlieue populaire, à Trappes. Où est-ce qu'il vit? Vous pensez qu'il vit à Trappes? Ce qui serait assez normal. À la Bastille, à côté de... Il vit à la Bastille, il paraît qu'il va s'installer à Issy-les-Moulineaux, dans les beaux quartiers. Et ses enfants vont-ils à l'école à Trappes, à l'école de la République à Trappes? Non, ils ne vont pas à l'école de la République à Trappes. Donc moi, j'avoue que ça me gêne énormément. Ensuite, quand on arrive à Marine Le Pen, je pense que vous avez tous en tête tout ce qu'elle a sur le dos. Les assistants parlementaires qu'elle est obligée de rembourser à l'Europe, puisqu'en fait, ils n'ont pas du tout travaillé au Parlement européen, 340 000 €. Elle a, avec plusieurs sociétés, triché dans les comptes de campagne de beaucoup d'élections. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des sociétés qu'elle avait créées ou que ses amis ont créées qui ont surfacturé des frais dans les campagnes électorales, et du coup, l'État a remboursé sur la base de ces frais. Et ça a été avéré, hein, c'est déjà avéré, ça va se poursuivre, mais son électorat n'a pas l'air de lui en porter grief. Et vous savez que son concubin, Louis Alliot, a été rémunéré 5 000 € à mi-temps pendant 2 ans. Je ne sais pas combien de fois il a mis les pieds à Strasbourg, je ne sais pas ce qu'il a fait réellement, mais en tout cas, on ne peut pas considérer que Marine Le Pen soit quelqu'un d'irréprochable. Quant à celui dont on parle beaucoup et à qui profite entre guillemets le crime, un petit peu actuellement, c'est Macron. Macron, moi j'aimerais bien qu'il y ait de la clarté sur toutes les actions qu'il a pu faire en tant que banquier, en tant que ministre aussi, pendant ces années. Vous savez qu'entre 2009 et 2014, il a quand même gagné 46 000 € en moyenne par mois. Et qu'aujourd'hui, il a un patrimoine qui est bien plus élevé que le patrimoine de François Fillon, hein, pas au même âge. Donc, voilà, moi je considère, je l'ai déjà dit, je pense qu'il faut le dire, si on n'avait que des candidats irréprochables, on pourrait se dire, oui, François Fillon est peut-être pas totalement irréprochable, c'est quand même embêtant. Aujourd'hui, je considère que ce n'est pas un critère de choix par rapport à une élection présidentielle. Les élections présidentielles, c'est dans 67 jours. Et depuis 3 semaines, on vit une avalanche de déferlements, de révélations, d'articles, dans tous les sens, qui est en train d'essayer de priver les Français du débat légitime que nous devons avoir en vue de choisir le prochain président de la République. Alors je vais vous dire les choses très clairement parce que je vais vous parler de moi pour une fois. Moi en général je parle plutôt des autres, et je vais vous parler de moi. Vous avez vu, il y a eu un article de Canard Enchaîné où j'ai été mis en cause. Alors je vais y aller direct pour que vous ayez bien les idées claires. Dans cet article, il est indiqué que ma femme
à une entreprise de communication qui s'appelle Lérins Communication et que leur a gagné 200 000 euros et que moi, député, je ne les ai pas déclarés à la haute autorité pour la transparence de la vie politique. Ben si, c'est vrai, c'est très très grave. C'est vrai. Hein. Alors ma femme, elle a travaillé dans le secteur de la communication, dans sa structure qui s'appelait Lérins Communication, mais c'était en 2002, 2003, 2004 et 2005. Ce qui fait que ça fait donc plus de 10 ans que c'est fermé. Donc ça n'a rien à voir. Et puis je n'ai pas déclaré à la haute autorité en 2017 parce que c'était il y a 12 ans. Dans l'article du Canard enchaîné, il y a marqué que j'ai omis de payer ou de déclarer mes revenus, comme M. Thévenoud. Ah, je vous rassure, hein. J'ai aucune phobie administrative. J'ai toujours payé mes impôts et j'ai toujours déclaré mes impôts à la bonne date et je les ai toujours payés à la bonne date. Dans cet article, il y a marqué aussi que j'ai oublié de payer une taxe foncière. Une taxe foncière. C'est pas bien de ne pas payer ses impôts. Ben, c'est normal. J'avais déménagé. Et puis les impôts, ils m'avaient demandé de les payer encore 2 ans plus tard. Alors je leur ai écrit. Et puis ils m'ont envoyé une belle lettre en me disant, ben oui, vu que vous avez déménagé, ben, ils m'ont dégrévé de mon impôt. Donc vous voyez, vous concernant, sachez bien de quoi je vous parle. Et je vous le confirme, parce qu'en général, en politique, on dit on porte plainte contre le Canard enchaîné, et puis ils ne le font pas toujours. Je vous confirme que moi, je dépose bien plainte contre le Canard enchaîné. Parce que ça suffit, en permanence, d'avoir des gens, pour certains, qui sont des anarchistes, et qui veulent, en racontant n'importe quoi, priver les Français d'un débat légitime à l'occasion de l'élection présidentielle. Maintenant que je vous ai parlé de moi, je vais vous parler de François Fillon. François Fillon, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans la vie politique. Il a été maire à Sablé-sur-Sarthe, il a été président du département, je crois, de la Sarthe, il a été président de la région des Pays de la Loire, il a été plusieurs fois ministre, il a même été Premier ministre. En plus de 30 ans, il n'a jamais été mis en cause, pas condamné bien sûr, mais jamais même mis en cause dans la moindre chose. Et comme par hasard, après que vous vous soyez mobilisé à l'occasion de la primaire, à plus de 4,5 millions, et que la droite est en ordre de marche, parce que Nicolas Sarkozy soutient très clairement François Fillon, parce que Alain Juppé soutient très clairement François Fillon, parce que Bruno Le Maire, parce que Nathalie Kosciusko-Morizet, Cher Grégoire, soutiennent tous très clairement François Fillon, alors que la droite est rassemblée, pas ta caisse. Voilà que est livré clé en main à un journal qui s'appelle Mediapart, dont d'ailleurs la fille du dirigeant gagne 3 000 € par mois au cabinet de Madame Hidalgo à la mairie de Paris alors qu'elle habite à Berlin. Je ne sais pas ce que fait le parquet national financier, mais je serais intéressé qu'on regarde quand même. Parce que moi je ne saurais pas faire pour le coup, en habitant à Berlin, de gagner 3 000 € au cabinet du maire de Paris. Voilà, ça pose question. Moi j'en sais rien. Hein. Mais bon, on verra. En tout cas ce journal, qui lui d'ailleurs, Mediapart, doit 4,5 millions aux impôts parce qu'il n'a pas payé la TVA. Hein. D'accord, vient nous sortir donc un article qui un torrent de boue sur François Fillon. Est-ce que pour autant il y a un problème juridique? Non, il n'y en a pas. François Fillon a parfaitement respecté la loi toute sa vie professionnelle et toute sa carrière. Est-ce que par contre c'est révélateur depuis 30 ou 40 ans de pratiques qui faisaient que depuis 30 ou 40 ans, je vous rappelle que François Fillon est rentré au Parlement, je crois de mémoire, en 1982, on travaillait en famille, et que tout ça aujourd'hui, dans un pays où il y a tant de chômage, tant de pauvreté, ce sont des pratiques qui doivent cesser. Oui, bien sûr. Et il l'a dit. Et il s'en excusait auprès des Français. Alors maintenant, je vais vous parler de la France. Parce que moi, je commence à en avoir assez de faire ce que j'ai fait il y a 1 heure. Vous savez ce que c'est il y a 1 heure? Je vais vous raconter. Il y a 1 heure, j'ai une journaliste de France Inter qui m'appelle. Non, si je ne fais pas les médias, parce que moi, je ne rentre pas là-dedans. Il y a une journaliste de France Inter qui m'appelle, et elle-même, je crois que ça l'a frappée. Hein. Elle me dit, voilà, je voudrais faire une interview pour le journal de ce soir. Allons-y. Première question, je voulais, monsieur le député, vous interroger suite aux affirmations du parquet national financier, enfin, la communication qu'ils ont fait, pour avoir un commentaire. Je dis, ils ont fait un communiqué de presse pour dire qu'il n'y avait rien de nouveau et que donc l'enquête continuait. Donc il n'y a rien de très nouveau. Ah oui, d'accord, bon. Deuxième question, mais alors, avec tout ça, là, tout ce truc dont on parle tous les jours, c'est quand même compliqué de faire campagne. On ne parle pas de fond dans cette campagne présidentielle. Je dis, madame, c'est vous qui m'appelez, c'est vous qui m'interviewez, c'est votre radio. Posez-moi une question sur ce qui s'est passé hier soir à Barbès, c'est-à-dire des émeutes urbaines où vous avez des mineurs et des majeurs qui ont ravagé tout le quartier, qui ont incendié des voitures et qui ont montré de toute évidence que le gouvernement n'assure pas la sécurité publique des Français aujourd'hui en Seine-Saint-Denis et à Paris. Voilà la réalité.
qui est celle que nous vivons depuis plusieurs jours. Et la radio, bien sûr, ne vous interviewe pas sur ce sujet. Je leur ai quand même parlé, rassurez-vous. Le sujet, mes chers amis, à 67 jours des élections présidentielles, c'est de ne pas mélanger, parce que moi je suis député et je suis très respectueux de la séparation des pouvoirs. J'ai appris ça tout petit. Il y a l'exécutif, le président de la République et son gouvernement. Il y a le Parlement, les députés et les sénateurs. Et puis vous avez le pouvoir judiciaire. Le principe, c'est que le gouvernement et le président de la République ne se mêlent pas du fonctionnement du Parlement. Et d'ailleurs, c'est pas une anecdote, le président n'a même pas le droit d'y venir physiquement, ça lui est interdit. Que le pouvoir législatif ne se mêle pas du pouvoir judiciaire. C'est normal. Je vote les lois avec Serge Dassault, avec toi également. Donc je ne peux pas à la fois être celui qui fabrique la loi et celui qui la rend. C'est à la justice de faire son travail, de rendre la justice. Et la justice ne doit pas se mêler de la vie parlementaire. C'est le principe de base de la séparation des pouvoirs. Alors à 67 jours des élections présidentielles, quel est l'état de notre pays? À 67 jours de l'élection présidentielle, il est enfin temps de parler du fond. Nous sommes dans un pays où il y a aujourd'hui près de 9 millions de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous sommes dans un pays où le chômage qui a progressé de près d'1 million de personnes depuis l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, avec cette politique économique absurde qui a été mise en place depuis maintenant 5 ans, a conduit 1 million de Français de plus à être au chômage. Et moi, franchement, je vais vous dire, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur tous les mois, quand je regarde depuis 5 ans, l'évolution du chômage dans tous les pays européens, qui ont créé de l'emploi chaque année, de voir que dans notre pays, on a continué à détruire des emplois. Pourquoi? Parce que la France, elle est le seul pays d'Europe aujourd'hui à ne pas avoir compris que pour qu'il y ait des entreprises qui embauchent des salariés, il faut que les entreprises soient en capacité d'embaucher des salariés. Et qu'une entreprise embauche un salarié, quand elle a des bons de commande, pour avoir des bons de commande et des marchés, il faut qu'elle puisse vendre ses produits. Et si, parce qu'il y a trop de charges sociales, parce qu'il y a trop d'impôts, parce qu'il y a trop de complexité administrative, eh bien, vendre son produit, c'est plus cher que ce que fabrique la même entreprise qui est en Pologne, qui est en Allemagne, qui est en Belgique, qui est en Suisse ou qui est en Angleterre, eh bien, elle ne vend pas ses produits. Et comme elle ne vend pas ses produits, eh bien, elle ne peut pas embaucher. Et donc il y a du chômage. Donc l'urgence dans notre pays maintenant, c'est de prendre les mesures qui ont été prises par nos amis allemands, par Gerhard Schröder, il y a maintenant plus de 15 ans, qui vont nous permettre d'avoir une situation économique de notre pays qui soit plus compétitive.